De vous avoir avec nous ce matin, avec les confrères, nous allons parler de beaucoup de choses ce matin. Nous allons nous interroger par exemple sur les différentes nominations et les reconstitutions au sommet de l'État avec une simple question. Faure Gnassingbé est-il en train de former un autre gouvernement, une nouvelle équipe qui doit faire un autre travail qu'on ne nous dit pas encore véritablement? Eh bien, les nominations de conseillers, un changement intervenu hier soir. C'est ce qu'on nous a annoncé dans le journal de 22h de la télévision togolaise. Eh bien, puis Agbetomé a été sauté de son poste de ministre de la Justice, remplacé par Annam Tougli. On va en parler avec les confrères. Naturellement, nous allons les interroger sur les élections à venir et sur la fameuse proposition du CAR, les élections générales législatives, régionales et présidentielles en 2025. Je verrai ce qu'ils pensent de ça. On parlera de la santé aussi, rassurez-vous. Isidore Akolor, Olivier Adia, Acha Ibrahim et Franco Napokura. Bienvenue sur la radio. FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Mais vous pouvez aussi interagir donc à l'émission en nous envoyant des messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64 et tout au long de l'émission, et on lira les messages au fur et à mesure avec les confrères qui sont sur le plateau. Francisco Napokura, bonjour. Oui, bonjour cher Eric Gator, bonjour aux auditeurs et auditrices de l'émission La Gare. Merci d'être là. Bonjour Acha Ibrahim. C'est un plaisir. Bonjour grand citoyen d'État Eric Gator, bonjour à tous les confrères en studio, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Saint-Eric Gator, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de l'émission La Gare. Merci d'être là, à la gare routière. Ça va beaucoup, hein, surtout quand il y a Isidore Akolor. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères. Je suis à la gare de Cluj. Oui, bien sûr. J'attends l'embarquement. On vous a presque réquisitionné. Merci pour cette manque de sympathie à la radio Taxi FM Lomé. Vous savez, c'était vendredi, on a eu cette décision, on l'a partagée avec nos auditeurs officiellement hier par rapport à notre émission de santé, et on a compris quand même que ça pose un véritable problème par rapport à la situation que nous vivons. La RAC qui nous demande de suspendre l'intervention du docteur Jean-Paul Améguin dans notre émission de santé, tout en sachant que c'est autour de son intervention que l'émission s'anime, et quand il tombe, l'émission tombe, et donc l'émission est suspendue. Et cette décision de la RAC, on a compris à travers donc les échanges qu'en réalité, c'est pas la décision de la RAC. On s'est rendu compte que c'est le fameux ordre des médecins du Togo, qui est à la manade d'ailleurs, puisqu'on a eu à discuter avec eux depuis le mois d'octobre, et on savait que ils sont mal à l'aise par rapport aux sujets qui sont débattus ou qui sont évoqués à l'antenne, très mal à l'aise d'ailleurs, au point où ils ont décidé de mettre en demeure la radio Taxi FM, ce qui nous a semblé un peu curieux. En des thèmes assez orduriers, on a eu à le rappeler hier. Et puis, le clou, c'est le ministère de la Santé qui a demandé expressément à la RAC de nous interdire de parler. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et pour vous, Olivier, ça pose un problème? Un grave problème, puisque d'abord sur la forme, nous savons bien qu'une émission, c'est une radio qui l'organise et l'anime. D'accord, oui. Ça peut poser peut-être des problèmes lorsqu'il y a des débordements ou des dérapages au cours de l'émission. Mais c'est dans quel cadre ou sous quelle forme juridique la RAC peut intervenir, on le sait. D'accord, on sait que la RAC, oui, peut convoquer
les premiers responsables de l'émission pour les écouter. Et puis voilà, donc, et il peut avoir une mise en demeure, un avertissement d'abord, peut-être après une mise en garde, et puis, je ne sais pas, la sanction. Et donc, est-ce que ça a suivi donc, cette procédure-là? Je crois que j'ose répondre par la négative. Ensuite, est-ce qu'un ministre peut intervenir pour peut-être demander à la HAC ou, je ne sais pas, intimer à la HAC l'ordre de fermer ou d'interdire une émission? Je crois que c'est aussi non. Parce que le ministre n'a pas compétence ni, et il sait pas, ne peut pas intervenir dans cette affaire. Ça fait désordre puisque c'est une confusion des gens. Et puis le ministre étant donné aussi qu'il pose en même temps le casque, la veste ou la casquette de médecin. Donc ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêt, une confusion dans ce domaine. Et ensuite, et même dans le fond, nous ne voyons pas réellement ce qu'on reproche donc à Dr Amega. Est-il docteur ou non? A-t-il ce diplôme de, voilà, donc de médecin, de médecine? La preuve, ils l'ont appelé docteur eux-mêmes. Absolument. Et donc, le débat ne se pose pas à ce niveau-là. Et je vais terminer en disant que on donne l'impression que la médecine, ou bien au sein du corps de la médecine, c'est la pensée unique. C'est-à-dire on est au temps du parti unique, de la pensée unique. Non. Je crois qu'aujourd'hui, la médecine est tout un tout. C'est une diversité énorme où on a des techniques de traitement, de soins. Parfois même, on dit par le son, la musique, le son, les tambours, je ne sais pas, la réflexologie. Il y a la pranique ou je ne sais plus. Mais il y a tellement la médecine chinoise aujourd'hui qui fait pignon sur eux. Et donc, quand on dit que la médecine moderne, que nous, au Togo ici, nous prenons comme, je ne sais pas, ce qui doit être indiqué, ce qui doit être fait aujourd'hui, même se remet en cause. Sur plusieurs domaines, sur plusieurs plans. Alors, il faut ouvrir le champ. Docteur Amega a sa propre façon de voir les choses et de proposer d'autres manières de traiter les patients. Donc, il faut lui donner l'occasion aussi de parler, sinon on veut construire une société où la pensée unique va s'imposer. Et c'est très dangereux, il semble que ça sclérose une société. Francis Kounapokura. Oui, quand on parle de HAC, on dit la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est une institution de la républicaine. Mais je ne vois pas comment est-ce que la HAC va céder disons, à une injonction d'un ministre fut-il. Pour vous, ça cause un problème? Ça pose un problème. Et cela même suppose que n'importe quel individu peut se lever et écrire ou dire par exemple que je ne veux plus entendre ce monsieur ou bien cette dame sur une chaîne ou le regarder à la télé et on va l'exécuter. Ça pose véritablement un problème. Et je dis, la HAC est là, ce n'est pas seulement pour nous sanctionner, mais c'est pour nous protéger. Cette histoire a commencé depuis, vous l'avez dit. Oui, en octobre. Et je pense même que vous aviez même été à la HAC. Et c'était en toute convivialité. Et même de votre retour, bien sûr qu'on n'en a pas fait commentaire sur les autres, mais on avait applaudi la HAC à l'époque. C'est-à-dire de n'avoir pas cédé à l'ordre des médecins qui voulaient mettre en demeure cette radio. Et je dis que quand on vous donne un pouvoir, on vous confie un pouvoir, ici c'est la République qui vous le confie, il faut l'assumer. Le ministre ne peut pas être supérieur à la HAC. Et ça, c'est un abus de pouvoir. Et même quand nous prenons même l'école des médecins, mais l'émission que fait Jean-Paul Amega ici,
Mais pourquoi ils ne viennent pas le contredire sur les médias? Qu'est-ce qu'eux, ils proposent? Aujourd'hui, quand on prend erreur médicale ici, tous ceux qui meurent à l'hôpital, personne ne les poursuit. Oui, des erreurs médicales. Des erreurs médicales. Même quand je prends même le ministre en question, depuis qu'il est venu en tant que ministre de la santé, en dehors de la contractualisation qu'il nous vend à dormir debout, qu'est-ce qu'il a fait véritablement pour le bien de nos hôpitaux? Au contraire, on est en déconfiture. Et lui-même, quand vous prenez sa spécialité, je vous dis que même son bureau, c'est-à-dire son service, c'est le docteur Kodom, M Afrique, Oui. qui a aménagé son bureau. Ah bon? Mais au CHU, son service, c'est le docteur Kodom et M Afrique. Oui, bien sûr. Oui, qui a investi, c'est-à-dire qui a mis l'argent pour réhabiliter Son service. Je vous dis. Donc, les gens ont fait des erreurs dans leur vie. Là. Oui, les gens ont fait des erreurs dans leur vie. Lui, particulièrement, quand vous prenez, même à un moment donné, on prenait les kinés, c'est-à-dire les kinés étaient devenus les rhumatologues. Parce que les gens ont refusé de former les gens. Si ce n'est pas sa femme, personne ne passe. Mais c'est des choses qu'on peut dire. Mais qu'ils évitent de rentrer, c'est-à-dire de réduire nous notre métier. Ils font leur métier. Ils font leurs erreurs. Personne ne vient interférer. Maintenant, nous, le peu Je pense que maintenant, on va parler de leurs erreurs. Hein. Oui, le peu que nous on fait, c'est eux maintenant qui viennent entraver. Je vais vous dire un témoin. La dernière fois, l'émission que vous avez faite, je crois que c'était jeudi. Oui, on a parlé de l'homosexualité. L'homosexualité, je vous dis que... Sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, je vous dis que c'est le jour où j'ai pu durer dans la douche. Vous m'avez raconté ça, j'ai Parce qu'il fallait que je cesse d'abord le bruit de l'eau pour écouter. Et quand tu retournes même, c'est que j'ai raté même mon rendez-vous la dernière fois. Donc, et il y a des choses que certains veulent nous expliquer. Et on ne peut pas. Et on ne fait pas. Donc, que les gens se mettent en cause eux-mêmes. Pourquoi aujourd'hui on peut dire que c'est les kinés qui deviennent les grands rhumatologues et qui sont même enviés? C'est parce que les gens ont manqué à leur devoir de former. Ah oui, c'est ça le vrai mot. Donc, ça fait pitié que les gens, l'État a mis à leur disposition. Je peux dire que s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce que l'État a mis les moyens. Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour vis-à-vis de la population? Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour vis-à-vis du peuple? Ils doivent s'interroger. Ils sont en train de partir à la retraite. Ils n'ont rien inventé. C'est quoi le problème? Maintenant, s'acharner contre des chaînes, c'est juste, c'est le plaisir que nous sentons en faisant ce travail. Personne ne nous paye, l'État ne nous paye pas. Mais eux, ils sont payés par l'État, par nous les contribuables qui payons nos impôts. Mais que les gens nous respectent au moins, et que la HAC assume le pouvoir qui lui a été donné, et c'est la Constitution qui lui confère ce pouvoir. La HAC doit nous protéger. Il y a une forme de définition de la démocratie. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai à ce que tu le dises jusqu'au bout. Et il y a un auditeur qui nous dit, à l'école, on nous a enseigné à savoir, la science est faite de critiques et de contradictions. Alors, pourquoi l'autre ne veut pas de contradictions? Même le ministre aussi, entre-temps, faisait la même chose qu'avec Togbi Dagmon. On nous dit tout simplement que la contradiction n'est plus permise au Togo, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit courage à vous, et je vous demanderai de lancer une pétition pour que nous puissions vous aider à ramener l'émission. Un autre auditeur qui nous dit tant que le docteur ne vient pas dire des absurdités dans l'émission, pourquoi la suspendre? On le suspend parce que et il dit, docteur, que dit le docteur ne plaît pas. Alors là, il ne faut plus inviter certains comme hommes d'État qui, selon nous, parfois, disent des absurdités dans les émissions. On peut comprendre ce que dit l'auditeur préparé. Oui, quelle est votre réaction, Isidore? Oh, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est le musulman des voix dissonantes.
la médecine alternative n'est pas acceptée partout. Et puis là, on n'est même pas encore de parler de la médecine alternative. Hein. On parle des sujets de santé et on explique les choses. Oui, son approche diffère de l'approche de médecine. Il ne propose pas de soins. Non. Il explique juste. Il explique. Mais il prêche pour des gens intelligents. C'est ça. C'est la médecine alternative qu'on attaque aujourd'hui. Ah, c'est comme ça que vous comprenez. Non, mais il faut aller véritablement dans le sens des choses. Ces propos, en tant que médecin, le mot m'échappe un peu, mais je vais le retrouver. Conventionnel, c'est ça la médecine conventionnelle. Donc c'est eux qui le traquent aujourd'hui. Et ce débat-là, on va le mener jusqu'au bout. Mais je suis désolé. La science a toujours évolué, quand même pas de contradiction. Oui. Non, mais écoutez, si aujourd'hui, des doutes, si aujourd'hui les Européens venaient à intégrer la médecine alternative et quelqu'un qui a fait la médecine conventionnelle a étudié plus que ça et explique les limites. Ouais, c'est ça. Les limites de la médecine conventionnelle, ben, il ne peut qu'être combattu. Il semble que ce qu'il dit n'est pas scientifiquement prouvé. Bon, scientifiquement prouvé ou pas, les résultats sont là. Qui vient le démentir? Non, les résultats sont là. Ah, les résultats sont là. On va en parler. Les résultats sont là. Mais aujourd'hui, la médecine alternative est acceptée en Occident. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Tant pis d'avoir récemment, on l'a tapé dessus. On l'a tapé dessus. Donc, il nous revient à nous. Et c'est en cela que je t'invite à saisir leurs organisations de presse pour porter plainte. Et nous allons rentrer dans la lutte, dans le combat. D'accord, très bien. C'est ce que moi j'ai à dire. C'est-à-dire, il y a un auditeur qui m'a appelé hier lorsque nous avons quand même fait la mise au point pour arrêter officiellement donc l'émission, puisque quand on nous a interdit de recevoir l'invité principal, c'est un peu comme si on m'interdit de vous recevoir à la gare et je ne sais pas si je vais rester ici à brailler ou quoi. Est-ce que Jean-Paul Améga est sanctionné? C'est un paria? Non. Mais écoutez, c'est ça. C'est quoi? Il n'est pas togolais. Il n'a pas voix au chapitre. Alors, non, l'auditeur me dit, c'est quand même fou, non? Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, mais quelqu'un qui cherche et il trouve quelque chose, il en parle. Ceux qui n'ont même pas cherché, ils disent que ce qu'il a trouvé est faux. Il dit, comment on comprend ça? Il dit, mais c'est pas. C'est ce que vous avez voulu dire tout à l'heure. Non, effectivement, c'est ce que je disais. Ceux qui disent que tout ce qu'il dit, c'est des conneries, et que ça ne tient pas debout au point de vue scientifique, mais est-ce qu'eux, ils ont eu à faire des recherches? S'ils ont fait des recherches, mais qui les amènent, qui confrontent avec les idées de du docteur Jean-Paul Améga. Vous savez, le problème, ça m'amène un peu... J'avais un de mes amis qui me disait, il est de l'autre côté, en Occident, qui me disait que le constat qu'il lui a eu à faire est que le sous-développement de l'Afrique provient du fait qu'il y a manque d'informations. Nous ne partageons pas d'informations en Afrique. Tout est cloisonné. Les gens font des découvertes énormes qui vont amener l'Afrique à aller de l'avant, mais ils les cachent. Ils les laissent avec peur d'être traqués, de toutes choses. Mais en Occident, quand vous faites une recherche et que vous aboutissez à un résultat, mais vous le rendez public. Vous débattez, les gens viennent sur des plateaux, on vous contredit et ça amène à évoluer. Ça amène à faire des recherches supplémentaires. Ça amène d'autres, ça ouvre des horizons à d'autres aussi à poursuivre la recherche. Et c'est comme ça la médecine évolue, c'est comme ça la connaissance évolue. Mais si les gens refusent à ce que les gens disent ce qu'ils ont eu à découvrir comme à la suite d'un processus de recherche, c'est qu'on est là
dans un système d'abrutissement. On est là, on ne va pas évoluer, on n'aura pas des informations. Je voulais revenir sur les interventions du docteur Anega. Vous savez, tout ce qu'il dit, il ne propose pas à proprement parler une certaine thérapie. Mais je prends ces conseils, c'est des conseils qu'il donne, je prends ces conseils comme une médecine préventive. Or, au niveau de l'OMS, c'est bien dit d'aller plutôt vers la médecine préventive. Il ne faut pas attendre que la maladie survienne d'abord avant de chercher maintenant les médicaments et tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers là. C'est pourquoi très tôt même, quand on parle de One Health, le système de One Health, donc c'est d'allier environnement, tout ce qu'il y a comme agriculture, et la médecine. C'est-à-dire que c'est tout ça, ça a un lien. Le cadre de vie et tout ça, là, comment ça peut impacter, comment ça peut... on parle des zoonoses, vous vous rappelez un peu de ce qui a été développé autour de la chose. Donc, quand le docteur parle de tout ça, là, de comment l'organisme qui n'a pas d'oxygène peut être en difficulté à un moment donné, le sang devient... Tout ça, mais voilà, les problèmes se fabriquent et tout ça, là. Et c'est reconnu aujourd'hui. Les AVC que les gens ont, quand les gens vont pour des interventions, on dit il y a un petit caillot au niveau du cerveau et tout ça là. Donc si on a l'information qu'on peut éviter cela, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, mais moi, je suis un peu déçu par ce... Il y a un auteur qui dit, je le dis depuis longtemps, notre pays est devenu une jungle où c'est toujours le plus fort qui a toujours raison. Nos autorités nous le démontrent tous les jours que Dieu fait, le ministre est plus fort que nos institutions. Et c'est dommage. Non, mais il faut dire que la dernière fois, il y a des gens. C'est un précédent très dangereux. Pour la presse. De vivre là. Oui, pour la presse. Oui, pour nous, en tant que journalistes, c'est un précédent très dangereux. Aujourd'hui, nous parlons d'une émission de Radio Taxi FM de santé. Mais demain, les gens. Puisque l'ordre des médecins a exprimé mécontentement par rapport à des choses qui sont dites et qui ne leur font pas plaisir. Donc ça veut dire que à votre micro dans l'émission La Gare routière ici, et si nous disons des choses qui ne font pas plaisir à quelqu'un, je ne sais pas, à un ministre, à un DG, à un cadre d'Uni, à un gars de l'UFC ou de l'ANC ou du CAR, puisque nous sommes là chaque jour pour ça, eh bien, il peut alors écrire à la HAC du haut de sa fonction de ministre ou de DG ou de cadre d'Uni pour intimer l'ordre à la HAC de cesser cette émission ou du moins de dire que voilà, il ne faut pas que notre Olivier ou je sais pas Francisco ne viennent plus. Ça, c'est grave. Et je le dis parce que nous sommes en train d'amorcer une période, un processus électoral sensible avec un chapelet d'élections ou du moins une série d'élections. Et ce sont des périodes où tout peut arriver, où tout arrive. Alors, si à moi en tant que journaliste, je crois que c'est seulement à Taxi FM qu'on le fait, je me trompe. Parce qu'on peut aussi le faire à moi. Nous avons assisté dans ce pays pendant des périodes électorales où des sites internet ont disparu de la toile. Ont été bloqués. Ont disparu de la toile, j'ai dit. C'est-à-dire, on ne sait pas qui l'a fait. On a tourné le regard vers la HAC, on a tourné le regard vers... Mais c'est-à-dire que pas de façon... Ça a disparu. C'était incroyable. C'était incroyable. Oui. Personne n'a plus accès à ces sites, y compris les rédactions. Bien sûr, jusqu'à ce que, passer les élections, c'est revenu comme par enchantement. En ce moment, j'étais président de Atopel et j'ai été saisi. Malheureusement, j'étais à l'extérieur du pays. Mais on a investigué et on a compris d'où tout ça venait. Donc, je crois qu'il faut, en tant que corps de métier, journaliste, qu'on puisse au moins... je ne sais pas, prendre la hauteur parfois devant certaines menaces. Parce que ce sont des menaces futures, de nouvelles menaces et de futures menaces. Donc si on ne fait pas attention, c'est un président qui va se retourner contre nous demain. Les menus peuvent se lever demain et envoyer une lettre à la HAC. Non, mais non. Des groupes constitués peuvent exprimer leur mécontentement et puis après...
Par rapport à ça, on agit. Voilà. Donc, pour cette histoire, on doit saisir les tribunaux. Il faut que, écoutez, il faut qu'on éprouve les instances judiciaires. Elles sont créées pour travailler. Nous devons pas dire qu'on n'a pas confiance ou bien ils ne font pas bien le travail, mais nous devons toujours rester en justice lorsque nous sommes menacés, lorsque nos droits sont menacés. Quand je prends, comment l'appelle-t-on, la médecine conventionnelle, oui. Quand vous prenez aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un au CHU, qu'on amène au CHU, on amène dans un centre de santé, fracture, demain vous allez voir, il se retrouve dehors chez un praticien. Parce que la médecine conventionnelle a échoué. Vous amenez quelqu'un à l'hôpital, on ne lui fait pas les analyses, on lui met sérum, cocktail de fruits, glucose, la personne meurt. Oui. Personne ne dit rien. Oui. Mais c'est des choses que la médecine alternative propose. C'est des choses qu'on propose, qu'on ne doit pas systématiquement mettre par exemple du sérum à quelqu'un. Mais qu'est-ce que les gens veulent nous montrer? Je dis, ils n'ont rien créé. Ils ont été gavés, c'est-à-dire que nourris au biberon, au budget de l'État. Jusqu'à la fin, on n'a pas vu. Donc, il faut que les gens cessent de nous narguer. Et ce n'est pas en ce moment que les gens vont se lever. Il faut voir, lisez l'actualité. Ceux-là qui prennent ces décisions n'ont qu'à lire l'actualité. Qu'est-ce que l'actualité dit? Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de sortir les gens dans le trou. C'est-à-dire les gens qui étaient rentrés dans le trou il y a quelques années, ils sont en train de les monter à la surface. Est-ce que vous voyez? C'est des signaux. Mais ce n'est pas au ministre de la Santé aujourd'hui de faire de Togolais un ennemi. C'est-à-dire que je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, lui ne peut pas désigner quelqu'un que la personne ne vienne plus à une émission. Plutôt, on l'invite à venir dans une émission pour nous dire ce qu'il pense et pour être en contradiction. C'est-à-dire qu'un débat contradictoire avec chose. Quand on dit l'ordre des médecins, c'est des gens qui ont fait bac plus 7. Non, attends. Et poste, ou bien, s'il ne peut pas venir se tenir debout devant un seul docteur Améga, et c'est le docteur Améga, le seul docteur Améga qui menace. Je crois avoir un message de médecin. Qui menace tout ce monde-là. Il doit être un médecin. C'est extrêmement grave. Qui dit feu professeur, je voulais répondre à ça. Il dit feu professeur Omaro disait à ses étudiants, il n'y a aucun médecin pour critiquer un autre médecin. Voilà. Mon avis est qu'il faut dépassionner le débat à propos du docteur Jean-Paul Jean Amégan. C'est Jean-Paul Amégan. Je sais que l'ordre des médecins et même des collègues ont abordé à plusieurs reprises docteur Amégan pour discussion, mais il s'est toujours posé en victime de persécutions et de harcèlement parce qu'il ne pratique pas la même médecine. Des preuves évidentes, pas des témoignages de la part de docteur Amégan couperaient court à toute polémique. Et je voudrais répondre à ce médecin que lorsque à la radio, nous avons été convoqués, nous ici, les pauvres journalistes, à nous rendre au siège de l'ordre pour discuter avec le président et son vice-président. Comment il s'appelle? Le président, c'est le professeur Beketi, je crois. Beketi. Anthony, oui. Okay. Ils ont écrit à docteur Jean-Paul Amégan pour discussion de venir. Il lui donnait 2 jours pour venir. Le gars, il dit, mais à Dakar, il n'est pas et il dit, écoutez, moi, je suis disponible pour parler avec vous, mais les moyens techniques aujourd'hui sont là. À Mondovision, sur n'importe quel support, on discute. Et on discute en homme scientifique et puis on se comprend. Ils ont dit non. Il faut qu'il vienne. Le gars dit, je suis pas en sécurité, en venant ici chez vous. Ah oui? Et où est le problème? Quand il dit ça, même nous qui parlons, est-ce que nous sommes en sécurité? Quelle est la preuve, plus que des témoignages, des gens qui sont guéris? Non, au-delà des témoignages, moi, j'interpelle notre HAC. C'est la HAC qui a fauté dans cette affaire. La HAC n'a pas à s'exécuter. La HAC est là pour nous protéger. Tout le respect que j'ai pour les membres de la HAC, certes qui sont sortants, je me pose la question, est-ce que la HAC a encore une légitimité de prendre une décision? Nous sommes dans une transition. Oui. Aujourd'hui, tous les membres de la HAC qui sont là
devons que faire, quoi appelle-t-on, évacuer les affaires courantes. Oui, bien sûr. Et nous prendre des décisions avec tout le respect que j'ai pour les membres, et particulièrement pour le président de la Hague. Je suis désolé. C'est en cela que, est-ce qu'il y a une décision physique qu'on vous a donnée ou bien Bien sûr. Ok, on aimerait l'avoir. Et comme le disait tantôt, on va attaquer cette décision devant les juridictions, notamment la cour administrative, la chambre administrative de la cour. On ne va pas se laisser faire. Nous sommes là, nous sommes des relayeurs d'informations. Nous sommes des relayeurs d'opinion. On ne peut pas faire taire une opinion, même si elle est dissonante. C'est de la contradiction que jaillit la vérité. Bien sûr. Oui, Merci non, mais beaucoup. j'aimerais réagir une seconde. Allez-y. Votre auditeur ou celui qui vous a écrit dit qu'il faut dépassionner le débat. Oui. Mais c'est sous le fait de la passion que l'ordre des médecins a demandé. Et le ministre. Et le ministre a demandé l'arrêt de l'émission. Oui. Puisqu'ils n'ont pas, en tant que médecins, fait la preuve scientifique de la fausseté Non. ou de l'erreur de docteur Ils disent Jean-Paul qu'ils ont mis Labian. en place un comité scientifique qui a compris que ce que le docteur Jean-Paul dit est faux. Écoutez. Et ils n'ont jamais accepté de montrer ces Oui, mais rapports à c'est-à-dire, personne. Jean-Paul Amega parle à l'opinion nationale, parle au peuple togolais au travers de votre radio. Ils ont refusé de dire. S'il y a une contestation de la part de l'ordre, ça devrait aussi aller vers le peuple et que nous en jugeons en tant que citoyens. Ceux-là, ils ont raison parce qu'ils ont démontré par A plus B que... Et voilà donc... Docteur Amega est un vendeur d'illusions. Voilà, ça c'est un premier élément. L'autre élément qui est curieux, c'est de faire croire à l'opinion nationale et internationale que toutes les maladies, il y a des maladies qui sont inguérissables. Oui, si. C'est ça. Dieu qui nous a créés, je ne crois pas qu'il soit aussi, entre guillemets, je ne vais pas donner le mot au risque de... qu'il soit aussi vraiment... Et de ne pas préparer notre organisme et l'environnement dans lequel nous vivons pour faire face aux erreurs ou aux maladies. D'accord? Ça n'existe pas. Vous avez dit qu'il y a des maladies, l'hypertension artérielle, il y a le diabète qu'on doit supporter à vie. D'abord, ça, c'est une torture morale et psychologique qu'on crée aux malades. Et c'est que vous les entraînez vers la tombe quand vous dites à quelqu'un qui est malade, qui ne guérira jamais de cette maladie. D'abord, en termes de communication, il y a un problème au niveau des médecins. Parce qu'eux-mêmes, on les enseigne. Au niveau même de la médecine conventionnelle. Au niveau de la médecine conventionnelle, parce qu'eux-mêmes, ils nous disent que la première étape d'une guérison, c'est d'abord psychologique. C'est d'abord ce qu'on dit donc, aux malades. D'accord? Donc maintenant, ils nous disent qu'il y a des maladies qui sont inguérissables. Mais d'autres viennent démontrer le contraire, qu'il y a des maladies qui sont... Et ils n'acceptent pas ça. Ils guérissent. Des professeurs médecins, quand ils ont ces maladies, ils prennent l'avion et ils vont à Dakar se faire soigner en catimini par celui qui conteste aujourd'hui. C'est ce que nous avons appris. Bien sûr que moi, je n'ai pas la preuve, mais je le dis quand même. D'accord? Donc, donnez-nous l'occasion de suivre de profiter même. Oui, de suivre un débat intellectuel autour de ça et des démonstrations scientifiques pour prouver que vous avez raison ou c'est l'autre qui a raison. C'est ce qu'ils ne nous donnent pas comme occasion et là nous sommes obligés de verser dans la passion comme on le dit. Messieurs, merci beaucoup. Vous voulez placer juste un mot rapidement. Je vais passer à un sujet parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer. Vous savez, il y a des produits, il y a les produits GNL, quoi là, les GNL, qui pullulent, que les gens, que les gens prennent et ça calme même les reins des citoyens. Ils n'ont qu'à interdire ce genre de produits. Ils n'ont qu'à trouver. Oui. Ah non, il ne faut pas les interdire. Non, mais ils sont dans cette logique. Il y a beaucoup de ces produits qui sont des dangers pour les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Okay, d'accord, je comprends. Vous prenez les pharmacies par terre sont là, mais ils ne font rien. Ils font rien. Maintenant, c'est celui qui donne les conseils. Bien sûr que je vais dire quelque chose quand même. Que je suis les émissions de Jean-Paul, mais l'émission que je dis que super, c'était du jeudi passé. Et
je vois que peut-être que les médecins se fâchent parce que quand il fait allusion parfois à leur corps, donc ça aussi, on peut l'éviter. Parce que la dernière fois, il a totalement évité dans cette émission. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une émission vraiment spéciale. Donc, ce qu'on va faire, comme il a dit le doyen, il faut saisir les organisations de presse et on va saisir les organisations de défense des droits. Voilà. La liberté d'expression est un droit. Donc, il faut saisir la CNDH. Vous pouvez recevoir un juriste ici pour voir est-ce que la décision de la HAC là est justifiée. C'est pas normal. On ne va pas exposer ça. On est exposé. Merci beaucoup. On va aborder notre sujet. Je voulais qu'on parle. Tu sais, nomination ici et là depuis quelques jours. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de Pascal Bodjonan qui revient dans le jeu au détour d'un poste de conseiller spécial du président chargé des affaires politiques. On s'est rendu compte qu'il n'est pas le seul, hein, que Adoyi Soavana, précédemment patron des impôts, qui a été débarqué de son poste et puis qui est resté silencieux. Et qu'il était aussi devenu conseiller du président depuis septembre d'ailleurs, chargé des questions liées donc aux impôts. Au point où on se pose la question aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le président, par exemple, est en train de reconstituer une autre équipe pour substituer au gouvernement? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer, Acha Ibrahim? Comment est-ce que vous analysez tout ça? D'abord, je dirais tout simplement que le chef de l'État, c'est à sa discrétion, hein, s'il veut nommer ses conseillers, oui, c'est à sa discrétion. Il sait qui nommer et il se dit, telle personne a une certaine expertise ou bien une certaine compétence qui peut m'aider à gouverner, oui, à créer de la richesse et à faire évoluer le pays. Donc, sur cet aspect, il est libre de nommer qui il veut et à tout moment, il peut rappeler quelqu'un. Il peut aussi le débarquer. Oui. Quand il juge opportun de le ramener, il va le ramener. Bien sûr. Donc ça, en tout cas, c'est ce qui se fait habituellement en matière de gouvernance. Bon, maintenant, pour ces deux personnalités, d'abord, c'est parce qu'à un moment donné, ces deux personnalités ont traversé le désert. Vous comprenez ce que ça veut dire? À un moment donné, les gens estimaient qu'ils étaient en disgrâce et qu'au sein de leur famille politique, ils n'étaient plus bien vus. Et ils se seraient brouillés avec beaucoup de responsables de ce parti et pourquoi pas avec le chef de l'État. Et donc, depuis ce temps, les gens ont estimé que c'est fini, c'est la rupture. Mais le chef de l'État nous a prouvé à travers ces nominations que l'on peut aller vers ce que nous appelons l'apaisement. Je vous avais dit la dernière fois que le retour de Pascal Bodjonan, moi je pense ça sous le signe de l'apaisement. Et j'ose croire aussi que ce sont ces actes-là qui se multiplient pour amener vers l'apaisement, parce que le constat que nous tous nous avons fait, et c'est en tout cas, tout le monde vous le dira, c'est qu'il y a des rancœurs dans le pays, parce qu'à un moment donné, les gens ont eu à créer des ennuis inutiles à certaines personnalités. Les gens ont eu à se brouiller pour des questions qui n'ont rien à voir avec la gestion normale de notre pays, sur des questions de périphérie. Les gens sont brouillés, ça a répercuté au niveau des supras. Et c'était pas du tout bon, et il y a des communautés même qui ont commencé par s'énerver, et ça a créé même des dissensions au sein des préfectures, pourquoi pas au sein des clans même, et cela vraiment n'était pas de nature à nous amener vers ce que nous clamons tous les jours, la cohésion sociale, la cohésion nationale. Donc il fallait à un moment donné rompre avec ce passé un peu douloureux, un peu agité, et voir dans quelle mesure on peut remettre tout le monde dans la barque pour qu'ensemble nous poursuivons la marche pour notre destin. Certains ont des avis contraires à peu près. Hein. Le confrère Sylvestre Benisso, dans son papier, il disait qu'en réalité, ces retours-là, c'est le signe du silence. C'est-à-dire qu'on vous débarque, on vous crée des problèmes. Si vous vous taisez, vous acceptez, vous vous taisez, eh bien vous avez plus de chances de rebondir ailleurs que quand vous parlez. Non, de toutes les manières, vous allez vous plaindre, vous vous agitez devant l'État, devant l'appareil de l'État. Moi, j'ai jamais vu ça. L'État est souverain. Pascal s'est agité. Ah, mais il s'est agité, mais en tout cas. Mais l'État, c'est l'État. Hein. On ne blague pas devant l'État. Oui. On ne défie pas l'État. Il y a 3 nominations
qui nous interpellent aujourd'hui, Pascal Boudouna, Adoyi, et le changement est intervenu. Le débarquement du ministre puis Sabetomi. Oui. Personne n'a vu venir. Hein? Oui. Est-ce que c'est une sanction? Non. C'est une punition? Non plus. Qu'est-ce que c'est? Faure Gnassingbé n'a plus confiance à l'appareil aujourd'hui. Ceux qui sont aux affaires. Et il est en train de constituer des gens. Shadow cabinet? Est-ce que c'est Shadow? Si c'est Shadow, puce ne peut pas être débarqué. Un réajustement stratégique. Stratégique, des gens qui puissent l'aider à reconquérir le pouvoir en 2025. C'est 2025 qui se prépare. Ne nous le reparle. C'est 2025 qui se prépare. Comment faire pour que les buts de boîte, même la fois dernière, vous avez vu ce qui s'est passé à Kara? Oui, ça passait quoi là? Ils ont pris le rapport général des forces armées togolaises. Est-ce que c'est toutes les années qu'on l'a fait? Oui. Pas du tout. On l'a fait en 2018. Est-ce qu'on l'a fait en 2019? Mais ça se fait, ça se fait. Dis-moi. 2020, 2021. Bon, il y a Covid. Il y a Covid aussi. Jusqu'à 2021. 2022. On est en plein Covid 2021. 2022. Ben, Covid n'est pas encore fini. Ok. Évoluons. Donc, bref, aujourd'hui, on a un président qui est à fleur de peau. Il n'a plus confiance en personne. Bien sûr. Et c'est l'analyse que je fais. Je peux me tromper. Mais pourtant, il fait appel aux gens, donc il n'a plus confiance. Non, à ceux qui sont aux affaires. Vous avez vu la traversée du désert de tous ces gens-là. Pourquoi on a failli, on est obligé d'écarter certains pour faire appel à ceux qui étaient en disgrâce? Sur mon regard, ce qui s'est passé au tribunal, oui. Vous avez vu les sécurités 4 qui ont été mises en berne? Oui. Ah, ok. Je fais une analyse holistique de la chose. C'est 2025 qui se prépare. Attendons de voir. Faure Gnassingbé est en train de placer ses pions pour qu'il soit rassuré que 2025, on peut lui encore garantir un hold-up électoral. Je ne sais pas si Olivier partage la vie. Non, et mon confrère Tchala dit, le président de la République a la discrétion de la nomination de ceux qu'il place. C'est parfois difficile d'interpréter ou d'analyser les nominations, surtout dans notre pays, parce qu'on ne nous donne aucune raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que, par exemple, est arrivé et puis Aboutom a été débarqué, on ne sait pas. Donc, il faut aller chercher nous-mêmes, d'accord? Et c'est un peu comme on était là, et quand Marguerite Yakadé a été débarqué du gouvernement, la nuit là, on a eu l'information. Un peu comme on était la dernière fois, vendredi, on enlève Malik Nachaba. Et puis, quelques heures après, il y a quelques 3-4 personnes qui sont sorties du gouvernement. On n'a pas plus d'informations. Oui, il y a Nyama Latar qui a quitté je ne parle pas forcément de gouvernement, mais c'est-à-dire que il y a plus âgé que lui dans certaines directions. Il y a quand même, on devrait au moins nous dire certaines raisons, mais bon, donc c'est difficile en tant que journaliste d'interpréter, d'analyser, mais nous essayons quand même. Et Faure Gnassingbé, je l'ai déjà dit, il a le pouvoir de nommer qui il veut, quand il veut, de les démettre. En venant à votre nomination, quelqu'un dit qu'il faut préparer, il ne faut pas déjà, comment il a, défaire votre valise quand vous arrivez. Puisque vous pouvez, à tout moment, vous pouvez repartir avec votre valise. Donc, il faut être prêt à repartir, ça c'est un élément. L'autre élément très important, c'est le retour des derniers boycotts, comme quelqu'un le dit. Oui. Le retour de excusez-moi, Pascal Bodiona et de M. Adoyi Soavana.
Oui, c'est le prix de plutôt pas du silence forcément, mais du contrôle de soi, je le dirais ainsi. Parce que ça ne fait pas toujours plaisir lorsqu'on vous démet. Donc certains ont tendance à aller dans tous les sens, mais... Pascal en a fait, hein? Oui, Pascal en a fait. Peut-être c'est pourquoi... À vouloir construire c'est pourquoi peut-être ça a plus duré que d'habitude, puisqu'il est allé dans la douzaine. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément aussi, et il faut prendre ça, ce que moi je considère, c'est que des gens qui reviennent de très loin sont plus loyaux. C'est-à-dire démontrent plus d'engagement. De zèle. Si vous le dites, moi je ne le dis pas. Pour se faire une bonne santé. Démontrent plus d'engagement et plus de loyauté. D'accord? Et déjà, ils ont traversé le désert, donc ils savent ce que ça fait. Et ils ne veulent plus retourner. Ils apprennent de leurs erreurs. D'accord? Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. OK? Et puis, je me répète, mais ils ne vont plus répéter leurs erreurs au niveau, bien sûr, de leur fonction. Ils sauront quoi faire et quoi ne pas faire. D'accord? Donc, ce sont des éléments peut-être qui peuvent aussi entrer en ligne de compte. Bon, pour terminer, il y a les élections qui arrivent. Ce sont des gens quand même qui ont une expérience avérée. Pascal Bourdiona, je ne vais plus parler de lui, mais quand même on sait son expérience en matière politique. D'accord? Et Adoye Soavana, on sait aussi quand on prend en compte d'où sa région d'origine. On l'a encore vu le week-end dernier. Bien sûr. Son poids. Et son travail, son expertise, je crois que si moi j'étais à la place de Fogna Singbe, je ne peux pas faire sans ces gens-là. Et je les appelle. Demain, ils peuvent aussi repartir parce qu'il y en a d'autres aussi qui attendent dans le stade d'Imbrok. Donc voilà, et c'est la République, c'est celui qui est là, qui détermine ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour le pays aussi. Alors il y a un auditeur qui nous dit, excusez-moi, je vous coupe, qui dit la nomination de Pascal Bourdiona n'a rien à voir avec un acte de réconciliation, visiblement il est dans le secret de Dieu. Il continue, ce dernier sera bel et bien utilisé pour les campagnes au nord, pour les législatives et les présidentielles. Il est nommé conseiller pour les affaires politiques. Il va discuter avec quel parti, et tous ces partis unir. C'est de la comédie, conclut donc l'auditeur. Il y en a qui nous dit, vous ne voyez pas qu'il s'agit juste d'un jeu de chaises musicales? On positionne les pions pour les procurations, échéances électorales, les prochaines échéances électorales. Ce sont les mêmes qui sont là et à qui on change de place. Le Togo manque-t-il de personnes intelligentes pour qu'on nomme les mêmes à chaque moment? Nam Tougli était mon professeur de droit international public en 2008 et jusqu'à ce jour, il est en fonction au sein des institutions. Le constat est que le pouvoir en place n'aime pas les critiques et on va te rappeler quand tu te tais devant les humiliations, un peu comme ce qu'on a déjà dit ici. Oui, Francisco. Oui, j'écoute depuis, les gens parlent de apaisement, stratège, ou on a besoin d'équipe. Je note quelque chose. On avait dit dans ce pays que 2005 c'était Pascal et c'était Patanya Singbe qui était partout. C'est grâce à lui que Faure aurait été président. Mais je crois que depuis sa prison, Faure a passé plus de 2 mandats sans lui. En temps, on nous avait dit ici qu'en 2010, c'était Pascal Bourdiona sans lui. Mais je crois que depuis qu'il était tombé en disgrâce, Faure a encore passé des élections. Nous sommes dans un système. Il n'y a pas d'indispensable. Et dans un système, il n'y a pas d'indispensable. Il n'y a pas d'indispensable. Donc, Pascal, j'espère qu'il a compris ses erreurs. Il était dans une institution, un homme de confiance du chef de l'État. S'il s'est égaré entre-temps et qu'il n'a pas vite compris, il a fait le bruit, il est revenu. Mais là où ça m'a un peu choqué la dernière fois, c'est quand il y a eu un groupe folklorique, voilà, avec les tam-tams qui ont débarqué Kidjan, qui sont allés dans la maison de Pascal. Et puis même il y a un cadre ou bien un intellectuel qui a même parlé sous anonymat, mais j'ai rigolé. Et j'ai écouté Pascal même.
dire qu'il sera le porte-voix, de sa localité, des choses. Ce qu'il aurait fait s'il avait fait ça quand il était même aux affaires. Oui. Quand il était aux affaires, tout puissant, un ministre, tout, s'il avait fait ce qu'aujourd'hui il est en train de dire, je crois que tout ça là, c'est des regrets. Parce que quand vous voyez, depuis qu'on l'avait pris, quand il traversait le désert, je crois que tout le monde s'est écarté. Même les journalistes qui étaient ses chouchous ont pris la tangente. Donc c'est maintenant que les gens sont en train de rechercher les numéros. Ah oui. donc bref. Alors c'est bien. Donc, vous voyez, nous sommes dans ce système. Et ça, c'est Daoukou Péré qui l'a dit. Si on comprend ainsi tout ce qu'on dit, il n'y a pas d'architecte fin. Mais est-il que fort à constater, disons, peut-être un désespoir avec la venue de 2008, à partir de 2008, tous ceux qui sont en train de faire le bling 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 dans, ça dit au gouvernement, tout, quoi, ça dit que rien n'avance, rien ne décolle, on est au statu quo. Donc, pour le ministère de la Justice, on en a parlé depuis. On est devenu ministre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avait un ministre des prisons. Alors, depuis un moment, nos prisons sont remplies. Puisque la réforme... C'est pas lui qui sont les gens de prison quand même. Je vous dis, la réforme qui a été faite tout dernièrement pour la justice porte beaucoup de préjudice aujourd'hui à notre justice. Imaginez quand vous prenez le territoire Bassar, que nous appelons le Grand Bassar, dans Pointou, mais on ajoute la plaine de Meaux. Quand on prend quelqu'un là-bas pour une affaire, comment l'appelle-t-on, pénale ou chose, on le transporte de drogue, on le transporte là-bas jusqu'à Bassar, dans une petite prison dans laquelle à peine normalement 50 qui était prévu pour 50 personnes. Ah bon? Mais ils sont jetés là-bas. Puisqu'on a éloigné la justice des justiciables. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre quelqu'un en prison à Dampeng. Puisque ça, c'est le droit qu'on gère là-bas. Ouais. Donc, cette réforme, imaginez, quelqu'un à Tchamba, quand je prends les villages, on ramène tout le monde à Sokodé. Vous imaginez, quand vous arrivez à chose pour aller par exemple à Bago, vous arrivez à Sokodé pour aller à Bago, c'est à Tchamba. Oui. Tu es là, tu regardes la frontière avec le Bénin. Mais pour y arriver, mais même en Zem, quand le Zem file, tu as 3 heures de temps pour faire le parcours. Donc, dans ces conditions, on demande aux policiers et aux gendarmes de tous ces coins que bon, la justice de Tchamba ne vaut plus rien, amener les gens désormais à Sokodé. Donc c'est comme ça cette réforme, ce que cette réforme a créé. Donc il appartient au nouveau ministre de la Justice de faire des propositions rapides pour décongestionner les prisons. Et aussi revoir, disons, cette façon systématique. Puisque à l'intérieur, par exemple, les gens ne sont pas, même à Lomé, les gens ne sont pas assistés par des avocats, par des conseils. Avant même, c'est-à-dire que normalement, depuis la police ou la gendarmerie, on doit être assisté par un conseil. Même à Lomé, sinon, on prend la personne, on arrive, même si le procureur n'est pas là, on prend une ou deux services, on jette la personne en prison. Le procureur peut-être reviendra 1 semaine, 2 semaines, encore à l'intérieur, où des juges manquent à leur poste parce qu'ils ont des affaires ailleurs. Donc voilà comment nos prisons sont remplies, même celles de Lomé, c'est plein à craquer. Je vais juste comprendre quelque chose. Et tout ce dont parle Napokoura, c'est des détenus préventifs. Oui. Mais maintenant, à t'entendre parler, c'est comme s'il y a une série, on les série. Non, on les série. Ceux qui sont du droit commun sont ailleurs, mais ceux qui relèvent du droit pénal sont cantonnés quelque part. Voilà. C'est de ça? Oui, c'est de ça. Alors c'est grave. Donc voilà ce qui se pose aujourd'hui comme problème. Et à l'intérieur, je vous assure, vous rentrez dans une prison qui va avoir 50 personnes, vous avez
plus de 300. Hein, et puis la gale. Moi, j'ai le dossier de la prison civile de Bassa. Ok. Que on se propose de publier dans les prochaines publications. Les gens sont en prison avec la gale. Pour rien, c'est-à-dire que pour rien du tout. Parce que le juge n'est pas là. Et on prend un autre de service, on le dépose en prison. Jusqu'à ce qu'il ne pense à prendre son dossier. Le monsieur a déjà fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il a déjà pris la garde. Et des vieux comme ça. Et ce qui est extraordinaire, dans ces prisons, vous ne retrouvez pas les gens qui ont de l'argent pour donner, c'est-à-dire pour ne pas aller en prison. Je prends par exemple les gens qui se promènent avec les bœufs, qui détruisent nos champs et autres. Eux là, ils ne vont jamais en prison. On a déjà visualisé les statistiques, alors que c'est eux qui sont les plus fauteurs de troubles. Monsieur, merci beaucoup. Et Yann Otak nous dit par exemple que le président, je pense que c'est le président qui l'a dit aussi, est en train de préparer 2025 et il veut avoir un œil sur les barons en disgrâce pour qu'ils ne soutiennent pas l'opposition togolaise. Enfin, c'est ce que lui, il ajoute. Oui, mais bien sûr, c'est son analyse et son langage que lui, et nous partageons, enfin, pas partager, mais nous respectons donc son avis sur le sujet. Et ça nous amène à évoquer un sujet évoqué récemment par King Messon. Il dit qu'il faut qu'on pense à changer le nom du Togo, parce que ça arrive à rien du tout. Olivier, vous en avez parlé dans la recueil. Est-ce qu'il est sérieux? Plus que sérieux. Puisqu'il estime que chaque pays a un nom qui reflète son histoire, son identité, et qui, en tout cas, véhicule tout un parcours de ce pays. D'accord. Par contre, notre pays, le nom a été déformé, comme on l'a appris sur les bancs, que c'est Togodo, et puis pour faire plaisir aux Yovo, on a dit que voilà, fallait couper. Bon, en tout cas, c'est trop compliqué pour les blancs. Et absolument. En tout cas, c'est ce qu'on nous a aussi dit à l'école. Donc, c'est les historiens qui ont écrit nos livres d'histoire qui ont tout faux. Mais quand même, il estime qu'il faut quand même trouver un nom qui soit donc qui puisse refléter l'identité togolaise, et il est contre, ou il ne se sent pas à l'aise avec le nom Togo, et aussi il aimerait que l'hymne national soit chanté dans nos langues locales à l'extérieur, comme c'est-à-dire que ça soit privilégié, que ça soit pas en français. Combien de fois on chante l'hymne national du Togo en langue locale? Donc, comme deux fois. Voilà ce qu'il propose. Bon, maintenant, il a lancé l'appel aux autorités d'agir en ce sens. Et ça doit ouvrir en réalité un débat citoyen. Absolument. Et depuis, voilà, tout le monde est dans la nature. Isidore, on convoque le sujet ce matin. Non, au fait, peut-être il doit revisiter l'histoire. Vous dites qu'il a tout faux. Il a tout faux. Allez-y. Oui. Papa il a tout faux. Écoutez, quand les Allemands étaient venus, c'était un détachement des commerçants qui voulaient s'installer, premièrement à la Guida. Ils sont allés plus tard à Baudranfort. Et à l'époque, Petit Popo, qui à Néro jusqu'à Baudranfort, était sous protectorat français. Et c'est là où, quand ils étaient venus, c'est les Assiacolés. On leur a dit non. Et en ce moment, notre territoire n'a pas de nom, c'est ça? Non, il n'y a pas de nom. Comment ça? Il n'y a pas de nom officiel. Il n'y a pas de nom officiel. C'est avant les années d'indépendance. Je vous parle de 1800 et quelques. On va dire qu'un territoire n'a pas dans les années 1800, c'est quand même bizarre. Hein? Non, écoutez, le Togo était un pays de refuge. Non, le Togo n'existait pas en tant que pays, c'est ce qu'on... C'est un pays de refuge. C'est pourquoi, quand vous visitez l'histoire des éléments venus de l'Est, les éléments de l'Ouest, c'est ceux qui ont fui la guerre, venus du Nord. Donc c'est des fuyards. Oui. Le Togo est un pays de refuge. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Le fuyard. Non, un pays de refuge. D'accord. Bon, maintenant, l'expédition allemande a poursuivi Petit Popo. Il est remonté au niveau de Glidi. On a dit que non, vous ne pouvez pas rester ici parce que le littoral dépend de Glidi.
aller au-delà de la montagne. Togo et Togodo. Et Toagodo, ce n'est pas Togodo. Quelle montagne? Il y avait La colline. En ce moment. Non, mais la ok, colline. Il y avait une petite colline. Il y avait une petite colline. Quand vous montez, quand vous voyez la morphologie d'Anéro, Oui. il y a une plaine. Mais Toagodo. Et c'est là où ils sont allés à Togoville. Et là où ils ont vu Placo, qui est... Oui, allez-y. Non, moi, cette histoire-là, Cette histoire de Placo, là. Placo, qui était Potcan et de Le fameux, Il faut même la part. Mlapa, qui serait une divinité. Ok. Qui serait une divinité, ça, il y a encore. Et quand on parle de Mlapa, c'est... Bon, il y a les Adossans qui sont devenus Edjossans aujourd'hui. Il y a même une soutenance de thèse là-dessus. Et à l'époque, nos rois ne sortaient pas. oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est le porte-cercle qui était allé et les a rencontrés. C'est de là, quand ils ont signé le traité, quand on dit Togo, c'est de là qu'est venu le nom Togo. Ce n'est pas Togodo. Togodo. Bon, C'est là où je dis que... Je ne me rappelle pas avoir lu ça à l'école. Non, L'histoire. on ne nous a pas enseigné ça. Alors, les historiens, ils sont où là? Ils sont où? Voilà la question qui se Non, mais posait. c'est Donc, ça- l'histoire de la C'est France. ce que... prouve Oui, oui, ça. parce que nous qui il va étions... falloir réécrire Oui, l'histoire de Togo, alors. nous qui sommes ceux qu'on appelait Togodotor, qui sont venus de l'ouest, Ok. notamment à Gautrafort et Keta et autres là. Oui. Quand vous voyez Siatikopé jusqu'à Zalivé, etc. Bon, c'était ceux qui ont pris les folies bébés et autres là. Ouais, Voilà. Donc, c'était notre fierté. Quand on disait que bon, le nom Togo vient de Togodo. Or, quand moi j'ai fouiné, je dis que c'est Eto Godo. Non, Non, mais c'est ça, sérieux. parce que là, bon, vous me dites qu'il me sent à tout faux. Mais en réalité, ce sujet convoque quand même l'histoire de notre pays. Qui ont écrit l'histoire du Togo? Vous vous rappelez de ce fameux Ditri là? Oui, qui aurait... J'ai entendu mon fils réciter tant de fois, il a dit arrête ça. Togo Dagma a démontré et c'est cohérent. Et Dieu n'y a Togo Dieu Trino qui va fond. Francisco. Oui, voyez, c'est malheureusement l'histoire de notre pays, même Les historiens même sont divisés là-dessus. Hein. oui, même les plus récentes histoires même n'existent pas. Si on ne t'aime pas, vous allez même fouiller Togo Presse, hein, qui est pour nous tous. Si on ne te veut pas, tu ne passes pas dedans. Comment ça? Ah oui, alors l'histoire de Togo est restée au Rossom oui, avec oui. Yves Maguera. Oui. Alors que c'est... Non, normalement, je dis que l'histoire récente. Puisque normalement, même pour faire certaines recherches, il y a une année, on était en train de vouloir écrire sur la fête des Ignans pour voir quand est-ce que... On a fouillé des archives, pratiquement, on n'a rien trouvé. Donc, c'est la réalité. Ce pays a quand même formé des historiens tout le temps et on en forme, non? Oui, mais et ce que je vais vous dire... Ou c'est l'histoire de la France qui c'est que les gens en ont... Non, les gens en ont. Mais les gens ont peur même de publier. Et ils meurent avec. C'est qu'ils font la recherche. Il y en a qui ont des esquisses, qui ont écrit, mais qui datent. Il y a beaucoup de choses. Quand bientôt nous allons arriver sur le retour triomphal, où on va nous dire que l'accident, par exemple, quand l'avion est tombé,
Et quoi, quelqu'un est venu voir, on dit que mon général, il le prend, il l'amène à Pia ou bien. On va nous lire ça encore. Qu'on a laissé les autres accidentés sur place. On est allé déposer Eyadema à Pia, revenir, c'est-à-dire attendre même jusqu'à ce qu'il ne sorte de la chambre. Il dit va secourir les autres. Et c'est en ce moment que Amélie va quitter encore pour venir au lieu de l'accident, c'est-à-dire qu'à Sarakawa. Et c'est là que Aniko Malako s'est levé et a dit que est-ce que le président est en vie? Il a dit oui et puis il s'est éteint. Donc vous voyez, le temps que... Non, vous voyez le temps... On lit de notre histoire. Non, vous voyez le temps que l'avion est tombé. On récupère le général. Amélie récupère le général. Il l'amène à Pia. Parce que là, ils ont quitté Sarakawa. Ils ont quitté Sarakawa. Ils vont à Pia. Et Eyadema rentre dans sa chambre. Il a fait quelques minutes, il ressort. Il demande à Amélie où sont les autres. Il dit va les secourir. Donc c'est en ce moment que Amélie est retournée à Sarakawa. Un sauveur. Vous les retrouver. Et au moins il y a quelqu'un qui a songé au président. Et quand il a dit oui, c'est en ce moment qu'il a soupiré, puis il est mort. Il a rendu l'âme. Non-assistance à personne en danger. Et l'oncle là, l'ancien ministre de l'enseignement. Chose. Non. Malou. Il y a Malou. Malou avait survécu. Non, il y a beaucoup qui ont. Il y a beaucoup. Vous imaginez. Mais on ne l'a jamais dit ça. Et on vient chaque année. C'est l'histoire. Oui. Non, voyez, on vient chaque année. On passe la bande là. Et les gens sont assis, ils ne réfléchissent pas. Est-ce que ça là, c'est cohérent? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Donc il faut réécrire l'histoire. La chose s'est passée autrement. Mais comment? Vous voyez, Eyadema était vivant. Il en parlait aux gens. Mais qui a eu le courage un jour de l'écrire? Non. C'est ça la réalité du Togo. Donc, on a une histoire fausse. Et fausse. Et là, c'est toutes les comment l'appelle-t-on? C'est tout le Togo qui est perdu. Oui. On ne connaît pas nos chefs, nos rois. On nous a dit ici qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Agokoli, que pour construire son mur, que c'est avec le sang humain. Je dis la population était à combien cette année de son royaume, et il a pu tuer les gens pour construire le mur. Mais la question fondamentale, est-ce que le sang qui se coagule là peut pétrir? Les choses pour construire le mur. Et puis ça là, on nous a appris ça à l'école. Le sang qui nous mettre dans la tête que nous, nos rois sont des sanguinaires. C'est-à-dire qu'on nous a toujours menti. On nous a menti. Non, mais par rapport à l'histoire du Togo, je pense que les historiens doivent faire un travail sérieux, hein, parce que ce que nous avons actuellement, la référence, c'est ce que Robert Cornevin a écrit, c'est un français. Oui. Et c'est ça qui est ventilé au niveau des écoles et tout. Le français. Il est venu écrire notre histoire. Oui. Et c'est ce qu'on enseigne à l'histoire. Où sont les Bachana? C'est ce qu'on a appris et ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui. Tout à fait. Et là, il peut se poser un sérieux problème. Donc, nous avons actuellement de très bons historien au Togo, du très bon professeur. Vous avez parlé de Bachana, il y a M. Tigbé, et il y en a plein. Mais seulement la grande majorité, ce sont des gens qui s'occupent de l'histoire contemporaine. Donc c'est à partir de 1960 en venant. Bon, ça, nous avons les bribes d'informations, et même des informations à partir des indépendances du Togo jusqu'à alors. Oui. Il peut nous raconter beaucoup de choses. Ça aussi a été, mais... Donc c'est ça, même là aussi, je ne refuse pas. Oui. Non, la vraie histoire, les gens l'ont jusqu'alors, mais peut-être que les gens attendent peut-être des moments beaucoup plus propices pour sortir les informations. Surtout quand vous prenez. C'est le mal de l'alternance qui n'a pas eu. Quand on parle des origines et autres, mais on nous a fait savoir que des gens sont tombés du ciel, mais par la suite, les gens ont eu des informations, des vestiges qui prouvent que les gens avaient une civilisation antérieure, mais qui se trouvait hors de nos frontières. Mais quand vous osez sortir ça, c'est que vous allez entrer en difficulté avec certaines communautés. Donc il se pose sur le problème. Parce qu'il y a aussi des communautés, comme nous le disons, des fuyards. Ils ont fui pour venir trouver refuge. Quand des gens comme ça, à un moment donné, ont pris une certaine ascendance, ils ont pris une certaine notoriété,
et que vous dites qu'ils sont des descendants des fuyards. Bon voilà, il y a toute une problématique autour de l'histoire du Togo et j'ose croire que le professeur Gaïbo... Oui, vraiment, voilà. Il aurait pu faire quelque chose. Il a tenté. Non, il aurait pu faire quelque chose. Mais je pense qu'il doit... Goakwe aussi. Oui, le professeur Goakwe. Donc ils doivent... Je pense qu'il y a quand même un sérieux problème. Il faut revoir notre histoire, revisiter notre histoire et amener les scientifiques à mener un débat sérieux et à s'entendre quand même sur quelque chose de commun, d'unanime. Oui, de plus proche de la réalité. J'ai discuté. Ils sont perdus. J'ai discuté avec Assima Pacha. Oui. Et on a échangé, mais tout ce qu'on racontait que eux autres, ils voient l'histoire sur d'autres loupins et que le premier tome pour refaire les choses, ça a créé le deuxième tome n'a pas pu sortir pour restaurer l'histoire du Togo. Ah oui, la restauration. Moi je lis certains écrits, mais aujourd'hui il y a trop de récupération. Nos intellectuels ne sont plus honnêtes. Chacun veut amener le drap de son côté. Mais dire qu'un peuple est tombé du ciel, c'est des injures. Non, c'est des anges. Donc c'est des injures, oui, dire qu'un peuple est tombé du ciel. Et puis j'ai entendu des gens soutenir ça même sur des scientifiques. Non, pas des scientifiques. Il y a des gens de notre corporation. C'est ce qu'ils ont lu. C'est ce qu'ils ont lu. Qui ont soutenu. Oui, c'est ce qu'ils ont lu. C'est pas normal. Je parle des historiens qui ont fait. Non, pas des historiens. Non, mais les gens. Les universitaires. Non, même quand quelqu'un le dit, même fut-il un journaliste, le dit sur un média, mais nos enfants sont en train d'écouter. Alors, il y a un auteur qui nous dit ce fameux traité de protectorat entre Nachingale et Mlapa n'est-il pas un tissu de mensonges, car la population de Dapaon, Mango, 50C, Karasokole et autres avec quel lien avec le chef de Togoville pour qu'il signe un traité Voilà, c'est quelqu'un aussi qui ne connaît pas la manière dont les choses ont évolué. On parle de la côte. On parle de la côte. Oui, et c'était... Le problème initial qu'on a posé, c'est que Kim Vincent dit, même le nord du Togo actuel, on ne trouve pas un lien, identité liée donc à notre pays. Alors, il y a un auditeur qui veut relancer justement ce sujet, dit Togodo derrière le fleuve, Togodo derrière une montagne. Ce n'est pas ça qui fait problème. Mais le plus important est de savoir si cela est représentatif comme nom de notre pays. Cela véhicule quoi véritablement? Je crois qu'il faut y penser sérieusement. L'histoire du Togo a été tronquée. Tout est à refaire, dit donc l'auditeur. Mais je pense que c'est le débat que pose Kim Vincent en réalité. Mais est-ce qu'on va inventer quelque chose qui sera plus représentatif? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Donc, pays de refuge. C'est pour ça que... Alors là, pays de refuge. C'est comme ça. Oui, pourquoi pas? Si c'est pour restaurer, oui, pourquoi pas? Le Togo est un pays de refuge. C'est pourquoi on nous a dit les éléments venus de tel. Donc c'est un pays de refuge. Ça, c'est... Messieurs, merci beaucoup. C'est encore péjoratif. C'est encore plus grave. C'est grave. Mais tout ce qu'on demande, que ce soit Togo ou Togodo, là, que ceux qui dirigent, que les citoyens fassent la séparation entre les biens de l'État et les biens personnels. Ça, tu vois le débat. Il faut que les gens pensent que le pays ne se résume pas qu'à ça. On est d'accord là-dessus. Oui, non, mais le pays ne se résume pas qu'à ça. Oui, c'est tout ce qui fait que les gens tournent en rond, comme Kim Vincent qui vient de poser ce problème. Si le Togo allait bien, comme sur des roulettes, bien géré. Il va trouver d'autres. Il va trouver d'autres. C'est parce qu'il avait chanté. Voilà, c'est parce que aujourd'hui il relit ça. Il donne raison. Aujourd'hui, non, il donne raison aux citoyens qui n'ont pas son envergure et qui disent qu'ils ne se retrouvent plus togolais. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, qu'ils ne se retrouvent
plus togolais. Après avoir chanté Togo Visite. Oui, oui. Donc c'est très important. Alors, il y a un auteur qui dit aussi, on va finir là-dessus. Olivier a relayé ça. Alors, que Kim San nous laisse avec ça. Nous, Togolais, comprenons Togo. Qu'il réclame une simple salle de spectacle avant de parler du Togo. Il ne comprend rien. C'est Plakou et non Placo. Non, c'est 2 O même, mais on lit ça Placo. Bon. P-A-L-K. C'est ce que lui dit. Non, c'est 2 O. Moi, je lis ce que l'auditeur Mais a c'est envoyé Placo. déjà. Mais c'est 2 O. C'est le ouest occidental. Oui, c'est 2 O. On va parler politique pour finir rapidement. Les élections générales en 2025, législatives, régionales, qu'on projette d'ici la fin du premier trimestre, ou le couplet avec la présidentielle, puisque nous savons que l'année prochaine, il y aura la présidentielle au Togo. Est-ce que l'idée n'est pas enchanteuse à peu près et là, encore une fois, c'est le cas qui vient avec. Hein. Oui, je vois. Le cas avait déjà parlé de 117 et ça a créé quand même une levée de bouclier. Oui, mais non, et il faut donner à César ce qui est à César. L'Assemblée nationale vote ça. Oui. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, bien sûr. Le CAR, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a le mérite de faire des propositions dans le paysage politique togolais. Ce que certains partis cinquantenaires ou centenaires ou je sais pas, des partis qui sont maintenant là il y a très longtemps mais qui ne font jamais de propositions. Le cas n'est qu'une continuité, oui bien sûr, mais quand même la différence c'est que le cas fait des propositions aussi bien au temps d'Agboibo que maintenant. Le cas intervient dans le paysage politique, et pardon, comment dire là, il fait des propositions, je vais dire, oui, pour que les choses évoluent. Il faut aussi dire que au temps d'Agboibo, comme aujourd'hui, les propositions du CAR ont été toujours dénoncées, attaquées, mais à la fin, on a plus ou moins donné raison au CAR et à Agboibo. Et Agboibo, lui, il comprenait les critiques quand même. Hein. Oui, il comprenait les critiques. Il avait une théorie, le droit au désaccord. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élections qui arrivent. Oui. Une élection, ça coûte combien? Une élection au bas mot, bon, je m'hasarde à dire, ah oui, attention, hein. 10, 17 milliards au-delà. D'accord? Donc, pour le Togo. Pour le Togo ou pour le Togo, je veux dire. Ah d'accord, très bien. Pour le Togo, pour l'État togolais. Ok. Donc, multiplions cela par 3, par 4, puisque nous aurons peut-être des élections régionales, et législatives, locales, présidentielles. Bien sûr. Jusqu'en 2026. Oui. Donc, ça déjà, si on les couplait, ça nous ferait sur le plan financier de l'économie. J'ai eu la chance, je le dis toujours, d'assister aux élections au Nigeria, le grand Nigeria, qui a fait au moins cette élection couplée en même temps. Donc, on veut voir ce qui s'est passé en RDC. Hein. Absolument. Mais là-bas, franchement, si c'est ça, c'est pas la peine. Hein. Non, bon. et de deux, c'est que ça nous évite aussi les tensions en tant que citoyens de multiplier les périodes de tension, de stress. Parce que les élections, parfois, dans notre pays, sont source de stress. Je parle de façon... Voilà, donc, en tout cas, je suis en train d'utiliser un figure en disant stress, puisque c'est plus que du stress. Oui. Parce que c'est mal organisé. Bon, si vous le dites, et en Afrique, les élections sont toujours source de tension. Donc, que ce soit mal organisé ou bien organisé, les Africains ont toujours peur des élections. Et donc, voilà, et je donne raison car il faut les coupler. D'accord. Pour économiser et pour aussi éviter ces tensions que nous menons, les gens, si le CAR fait une proposition qui est épousée par UNIR, où est le mal? Si le CAR fait une proposition qui est acceptée par la NC, où est le mal?
Donc, pour les gens, c'est parce que, voilà, le UNI va accepter ou le UNI n'a pas accepté qu'on dit, voilà, ils se sont entendus. Mais on est sur le champ politique, les partis peuvent s'entendre. Francisco, dans la parole. Non, mais Olivier, merci de reconnaître que l'UNI ne fait jamais de propositions. J'ai jamais dit ça. Non, bien il est parti centenaire. Non, l'UNI n'a pas 100 ans, il n'a que 14 ans ou 15 ans. Je dis, me trompe donc, voilà, j'ai jamais dit ça. Si tu veux, je veux dire, par exemple, non, mais bien sûr, s'il veut que je donne de nom. Non, attendez, on va pas pour une fois, le cas est en accord avec nous. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que nous avons défendu depuis des années. En disant qu'il faut sortir du cycle électoral. Il faut sortir du business électoral. Coupler les élections. Et il vous souvient souvent, même cette année, j'ai dit que peut-être il n'y aura pas élection en 2025. En 2024, parce que quand vous voyez déjà même le calendrier du premier trimestre que le chef de l'État a donné, il n'y aura pas élection. Il ne peut pas avoir élection. Donc ça veut dire qu'il faut encore programmer une date. Maintenant, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait élection? Avant, je m'amusais à dire que c'est parce que l'UNI n'était pas prêt. D'accord? Parce que quand ils sont prêts, ils vont l'organiser. Mais il doit y avoir d'autres pesanteurs. Mais je dis, et tout comme le cas vient de le dire, il faut tout faire pour arrimer nos élections, comme vient de le faire la RDC. Et donc, on rompt avec ce cycle électoral de chaque 2-3 ans faire une élection. Il a dit 10 milliards, non. Nos élections sont à plus de 20 milliards. Par élection. C'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre, alors que cet argent peut permettre de faire autre chose. Donc, là où nous sommes contre les propositions du CAR, c'est lorsqu'ils disent de ramener le nombre d'élus à 117. Oui. Nos partis politiques de l'opposition sont devenus paresseux. Les composants des partis politiques sont devenus paresseux. Ils ne veulent pas aller mouiller les maillots pour retirer les sièges aux partis au pouvoir. Et si vraiment le UNIR ou bien le gouvernement cède à cela, ça va être un précédent très dangereux pour le Togo parce qu'on aura des gens seulement, chacun veut aller tenir le sein pour sucer sa part. Le Togo ne doit pas être comme ça. Il faut aller retirer à l'UNIR les sièges comme les gens avaient gagné des sièges, le CAR et chose. Oui, avait gagné les sièges contre le RPT. Pourquoi les gens ne peuvent plus le faire? Voilà. Monsieur, oui, Isidore, et puis tiens, rapidement, puisqu'il a dit à 12h30, on doit ralentir. Non, je suis désolé. La proposition de coupler les élections et aller à une élection générale, c'est une très bonne proposition. Moi, je vois la chose autrement. Pourquoi ne pas organiser l'élection générale en 2004 et demander au président de la République d'écourter son mandat que de demander aux députés de poursuivre le mandat au-delà. Parce qu'on peut aussi écouter le mandat du président. Enfin, on va écouter les élections, c'est vrai, dans un an, mais on peut le faire plus tôt. On peut le faire plus tôt. Voilà l'assurance qu'on peut... Bon, voilà. C'est en cela que je me dis que, est-ce que le carré d'intelligence avec le pouvoir, c'est une question que je me pose. Okay. Secondo, la raison évoquée, c'est pour faire de l'économie. Et c'est le même cas qui propose d'augmenter le nombre de sièges. C'est pas cohérent selon vous? C'est pas du tout cohérent. C'est cohérent. Ce n'est pas du tout cohérent. C'est bien cohérent. Mais si on veut faire économie, à l'État, il vaut mieux réduire le nombre de députés. Et quand vous voyez le poids des députés sous la sous-région, mais c'est nous qui sommes le plus faibles. Oui. Et ce n'est pas normal. Il y a deux choses. Quand on parle de l'élection législative, c'est les représentants du peuple et non des régions. Et ça, c'est le critère le plus scientifique, c'est la démographie. Combien d'électeurs va porter un député? Oui, un député. Pour ne pas faire des députés de seconde zone.
au Togo, mais c'est là où il y a des partis politiques. Quand on dit que mais, les autres ne font pas de propositions, depuis très longtemps, on parlait de découpage électoral. Les gens ont fait des études scientifiques et ont démontré qu'il y a des zones où les députés sont élus à 35 000 voix. Et sous dossier, mais dans le même pays, pour avoir député, il faut 100 000 voix. Et ce n'est pas normal. Et en ce sens-là, qu'il faut voir et pondérer les choses. Merci. Non, pourquoi moi-même, je disais que, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller à une élection législative aujourd'hui au Togo? Vous avez dit que ceux-là qui sont là, ils doivent partir, mais ils sont partis, ils sont là. Non. Il faut supprimer le Parlement? Non, ce n'est pas supprimer le Parlement. La loi, la Constitution aujourd'hui, mais si vous allez à une élection, l'enjeu même d'une élection législative, c'est quoi? C'est de dégager une majorité et être nommé Premier ministre, comme si nous étions effectivement dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Or, tel n'est plus le cas. Comme en 93-94. Oui, aujourd'hui, si advenez qu'un parti d'opposition arrive à dégager la majorité parlementaire, c'est parce que c'est... Le Premier ministre ne sera pas nommé en son sein. On aura le cas de revenir sur ce sujet. Oui, Atia, rapidement. Non, mais il faut dire qu'a priori, la proposition du CAR, elle est très bonne. Il faut aller aux élections générales. Mais moi, l'argument qu'on met là-dessus, en parlant de faire économie au pays, c'est ça qui me laisse un peu pantois. Parce que cette économie qu'on va faire là, ça va servir à quoi? Moi, je ne vois pas. Ou bien les gens vont garnir leur compte à l'extérieur encore. Moi, je ne vois pas. L'économie là, à quoi cela va servir? Ça ne va pas servir à faire des forages aux populations. Ça ne va pas servir à construire les hôpitaux. C'est que l'argent là sera à quelque part et ça ne va même pas nous servir. Donc moi je ne vois même pas sur le plan économique là ce qu'il dit, ce que le CAR avance comme avantage. Mais sur le plan administratif, sur le plan, je peux dire technique, si on couplait ces élections, on faisait des élections générales, c'est bien. Et Olivier le disait, ça va nous éviter moins de stress et tout ça là. Ça va nous éviter le stress et tout ça là. Ça c'est bien. Mais sur le plan pécuniaire là, dont on parle là, non, ça, ne nous trompons pas. Très bien. On sait que l'économie là, ça va servir à certains et non aux Togolais. L'auditeur qui dit